Bienvenue sur le podcast Parole d'Homme. Pour ce 5e épisode, je reçois David. Il nous raconte son adolescence, mais aussi du parallèle avec celle de sa fille, âgée de 14 ans. Nous avons aussi parlé longuement de la séduction, de son attirance pour les femmes de tout âge, de la difficulté de créer du lien dans les rencontres aujourd'hui, du prince charmant, de la rupture, de nombreux sujets dont j'ai pris beaucoup de plaisir à parler longuement avec lui. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à l'écouter. Bonne écoute. Bonjour David. Bonjour Mélanie. David, t'as 14 ans, non, t'as 44 ans. Ma fille a 14 ans. Et ta fille a 14 ans. Donc tu es le papa d'une ado. C'est exactement. Et Elle s'appelle Lou. est-ce que c'est... Toi, t'as été garçon ado, forcément. Et maintenant, tu vois l'adolescence d'aujourd'hui avec ta fille. Est-ce que tu vois des différences? Est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que être adolescente en tant que fille... Écoute, moi j'ai deux sœurs qui sont plus jeunes que moi. Et mes parents étaient assez peu présents pour de diverses raisons. Et donc j'étais assez proche de mes sœurs. Donc j'ai vécu leur adolescence. Même si on a eu une adolescence assez très très différente. Moi très peu marquée, parce que mes parents n'étaient pas là. Et pour moi l'adolescence c'est quand même mettre en pleine figure un gros mensonge face à ses parents. Parce que c'est ça pour moi l'adolescence. C'est-à-dire ? Je crois que l'adolescence, je crois qu'on ment énormément à nos enfants. Mais on leur ment pour les protéger. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire à un enfant de 5 ans, tu vois, le monde, c'est quand même pas terrible, y a des guerres, etc., etc. Un enfant de 5 ans lui dit, c'est super, il y a des arbres, des oiseaux, tu vas t'amuser avec tes copains. Et l'adolescence, c'est dire, on nous a quand même menti parce qu'on découvre un monde qui n'est pas celui qu'on nous a décrit. Ouais. Et donc, il y a une colère... inconsciente vis-à-vis des parents en disant mais s'ils nous ont menti pour ça, pourquoi d'autres ils nous ont menti? Donc je pense que l'adolescence c'est ça, c'est faire face à ce mensonge mais qui est pour le bien de l'enfant. Et puis c'est se dire moi je découvre un monde, moi j'ai envie de me faire ma propre idée en fait. Mais le fait que ce soit une fille. Alors le fait que ce soit une fille, comme je te disais, j'étais quand même proche de mes sœurs, donc j'étais là quand elles ont été réglées, on en parlait même ensemble. Parce que j'avais un rôle en tant que frère aîné, j'avais quand même, comme mon père était très peu présent, ma mère était peu présente aussi, donc j'avais quand même un rôle, j'y connaissais strictement rien, mais on en parlait, donc moi je trouvais dans la pharmacie de ma mère, je trouvais des serviettes hygiéniques. Ça n'a jamais été tabou du tout. Ah non, jamais. Non, pas pour moi, après mes parents n'en parlaient pas avec mes sœurs. Et donc Lou... non, je suis pas surpris, mais à la fois on est surpris tous les jours par un enfant, parce que moi je sais pas ce que c'est que d'avoir un enfant de 14 ans. D'être parent, ça s'improvise tous les jours. C'est mon premier et mon seul enfant, donc ça s'improvise un peu tous les jours. Parce que par exemple, c'est une discussion que j'ai eue il y a pas longtemps avec des copines sur le fait que nous, depuis qu'on est réglés, c'est-à-dire depuis parfois même les 11 ans, on nous emmène voir un gynéco, un spécialiste de la sexualité ou du sexe de la femme, entre guillemets, pas de la sexualité mais du sexe. Et donc, on est assez vite briefé sur des histoires de MST, sur des histoires de contraception. Et nous, on a plutôt tendance à constater que les hommes, il y en a plein qui sont de moins en moins avec Internet parce que la parole s'ouvre, mais qui sont un peu ignorants sur des sujets techniques, sur les MST, on dit IST même maintenant. Moi, je crois qu'on est généralement assez peu éduqués du côté du corps, en général. Que ce soit fille ou garçon. Fille ou garçon, il y a quelque chose qui... chaque parent a son histoire, comment ça lui a été transmis aussi, comment il a vécu sa propre sexualité. Il y a beaucoup d'adultes qui sont déjà pas très à l'aise avec leur propre corps, leur propre sexualité, donc c'est difficile d'en parler à ses enfants. Concernant Lou, moi on est séparés depuis 10 ans avec sa maman, on s'entend très bien, on dialogue toujours beaucoup. Donc je crois que ça se fait assez naturellement. Lou est une jeune fille qui parle beaucoup, donc elle va poser des questions... de façon explicite ou implicite. Le tout est de ne pas se cacher, et surtout, je crois, le tout est de pouvoir savoir dire à son enfant qu'on ne sait pas, parfois, qu'on réfléchit avec l'enfant. Il n'y a pas trop de décalage par rapport au fait que maintenant, c'est une génération hyper connectée, avec tous les réseaux sociaux, tout le... Sûrement, moi je suis quelqu'un de pas du tout connecté. Il n'y a pas une crainte qu'il se passe des trucs en parallèle dans le réseau, dans les réseaux sociaux, que tu n'aies pas de vision là-dessus, sur le côté, je sais pas, Snapchat Moi je crois que c'est un âge où moi je crois que je cache plus trop de choses à Lou en fait. C'est-à-dire que le fait qu'il puisse y avoir sur les réseaux des prédateurs sexuels, qu'il puisse y avoir
elle sait très bien qu'on vit pas dans un monde de bisounours. Ça y est, c'est terminé. Ça, elle croit plus au Père Noël depuis bien longtemps. Donc je crois qu'elle est assez éduquée à cet endroit-là. Et que je crois que ça fait partie de l'éducation d'expliquer à son enfant qu'il construit au fur et à mesure un libre arbitre. C'est-à-dire qu'elle commence à avoir une capacité de jugement qui lui permet de se dire, là, il faut que je sois prudente. Là, il ne faut pas que j'aille là, etc. Et puis elle dialogue beaucoup avec ses copines. Elle a un groupe de copines qui est quand même, je trouve, super. Donc c'est important, elle dialogue tout le temps. Et puis en tant que parent, moi je le fais de façon un petit peu... peut-être un peu tyrannique, mais c'est vraiment au compte-gouttes. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de compte Facebook. Ah ouais Ah non. Elle n'a pas de compte Facebook. Mais peut-être qu'elle en a un, mais sous un pseudo que tu sais pas. Alors peut-être que, bien évidemment. Alors ce qui est très pratique quand on est séparé de la maman ou du papa, c'est que quand tu as une autre compagne, sa maman a un compagnon de longue date... et moi aussi, c'est qu'ils deviennent des confidents sur ces zones-là. Donc, si on arrive... Ah oui, bien sûr. Parce que des fois, il peut avoir la belle-mère ou le beau-père qui soit pas terrible. Non, là, en l'occurrence, Lou aime beaucoup le conjoint de sa maman et ma compagne. Donc, il peut y avoir des zones de confidence aussi. C'est bien, parce que du coup, ça fait 4 confidents. Exactement. Ah, franchement, j'avais pas vu de ce côté-là. Exactement. Donc, c'est très bien. Mais toi, en tant qu'ado... Oui. Du coup, je sais, tu m'as dit que tu avais tes sœurs et qui t'ont pas mal aidé à y voir plus clair au niveau des filles. Mais du coup, tu penses pas qu'il y avait un peu un flou au niveau de même la sexualité, comme on approche les nanas? Ah, complètement. Moi, j'étais hyper gauche. J'étais très, très gauche. J'ai été initié par une femme qui était plus vieille que moi. De combien? De 7 ans. Toi, t'avais quel âge? Moi, j'avais 17 ans, elle avait 24. Et tu t'en souviens comme si c'était hier de ta première fois? Ouais, je m'en souviens. Parce que parfois, il y a des hommes, ils se souviennent même pas qui était parce que je crois qu'on veut pas s'en souvenir parfois, parce que c'est pas terrible. Déjà, ça dure très peu de temps. En l'occurrence, pour moi, ça avait été... c'est une généralité, je pense. Ça avait été vraiment le temps de prendre un café. Mais oui, j'étais très, très gauche. Vraiment très, très... Et je me souviens très bien que par rapport au corps de la femme, j'étais très impressionné, quoi. Très, très impressionné. C'est pas comment ça marche, parce que dans les grandes lignes, je voyais un petit peu, mais... Tu t'étais renseigné avec du porno, avec des copains ou avec des bouquins? Non, la seule chose que j'avais faite un peu plus jeune, là, c'était... Je regardais des séries américaines pour voir comment on embrassait, avec la langue, on tout ça. On le fait aussi chez les filles. Voilà, je pense qu'on est nombreux à avoir fait ça. Ouais. Mais après, non, je me suis beaucoup laissé guider au départ, hein, vraiment. Et cette première fois, vous avez remis ça parce que souvent, la première fois... Oui, on est restés ensemble un certain temps d'ailleurs. Ah, quand même. On est restés ensemble 4 ans. Ah ouais. Ouais. Ah oui, donc ça fait une éducation sexuelle. Exactement. Ah ouais, ça c'est le bon plan, de rester quelques années. Mais de là à dire que je l'avais prémédité, tu sais, on sait pas, l'inconscient il nous fait faire des choses... Donc de là à dire que j'étais attiré par cette femme parce qu'elle était plus âgée que moi, parce qu'elle avait déjà eu des expériences... Mais on dit que souvent la première fois détermine sa vie future sexuelle. Et majoritairement, t'as été plus avec des femmes de ton âge ou des femmes plus jeunes? Ou il n'y a pas de... Je crois qu'il n'y a pas vraiment de règles. Non, il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. Ouais. Non. Quand on entend les propos de Yann Moix sur le fait qu'il ne se verrait pas être avec une femme de son âge, toi ça te parle ou ça te parle pas du tout? Moi j'aurais tendance à dire que il se prive d'une présence qui est extrêmement précieuse, au contraire. Tant pis pour lui. Tant pis pour lui. C'est ce qu'il dit après coup dans les interviews. Bon, il après, dit, oui, non, mais on n'est pas là pour juger. C'est juste que c'est intéressant d'avoir des points de vue d'autres hommes. Je pense que cet homme a une grande capacité aussi à créer des buzz médiatiques, mais j'ai pas vraiment d'avis sur la question. Moi, je regarde pas l'âge, le pédigré, l'histoire de la personne qui me séduit, en fait. Ouais, mais lui, il dit carrément qu'un corps d'une femme de son âge, c'est pas possible. C'est vraiment que ce soit Julia Roberts ou je ne sais pas, ça l'attire pas du tout. Il peut pas, il fait un blocage. D'accord, peut-être qu'il fait un blocage avec son propre corps, je sais pas, il faudrait qu'il voie avec son analyste. Mais moi, je crois alors, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je crois qu'on est très peu éduqué du côté du corps, justement. Et on n'est pas toujours à l'aise avec son corps. Moi, je me sens absolument pas concerné par ça. Je trouve des femmes de 50, 60 ans qui sont absolument splendides. Il n'y a pas besoin qu'elle se déshabille devant soi pour imaginer qu'elle doit avoir un corps aussi probablement très agréable à toucher ou à regarder.
Et puis après, il y a des jeunes femmes de 25 ans que je trouve vraiment pas attirantes. Donc c'est pas vraiment un sujet. À cet âge-là, on n'est pas encore dans une chute du corps, justement. Ça vient bien. Alors il y a des chutes à n'importe quel moment de la vie, mais on vit tellement dans un monde de performance aujourd'hui que on se nourrit de mieux en mieux, on a l'impression qu'on va jamais mourir au final. Mais il y a quand même une compétition. Là, parce que tu parles des femmes Justement, il y a eu tout un débat parce que suite aux propos d'Yann Moix, il y a plein de femmes qui ont partagé des photos de femmes célèbres qui ont des corps magnifiques, qui un peu du jeunisme en fait. Et il y a quand même ce rapport à l'image. C'est-à-dire que toi, tu parles vraiment des femmes qui restent attirantes à 50 ans parce qu'elles ont fait un vrai travail sur leur corps ou qu'elles s'entretiennent énormément. Mais pas forcément. Je pense que une femme qui est à l'aise avec son corps, qui est suffisamment à l'aise avec elle-même, c'est une question aussi d'amour qu'on se porte à soi-même. C'est un peu j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est un peu ça. Oui, non, mais aime-toi toi-même avant que... Une femme qui se sent belle, forcément... je pense qu'on va alimenter ça, on va la regarder, la trouver belle, donc elle va se trouver belle, etc., etc. Donc c'est plutôt un cercle vertueux. Donc moi, ça fait vraiment pas débat pour moi. Ça. Je comprends que ça le fasse débat et qu'il y ait des femmes qui aient répondu. Non, puis statistiquement, on montre quand même, tu vois, par exemple, un truc tout bête, mais dans les sites de rencontres, si ça ne marche pas, entre guillemets, il y a des études qui prouvent qu'il y a beaucoup d'hommes, en fait, ils cherchent des femmes qui ont entre 20 et 30 ans. Alors que les femmes, elles cherchent des hommes de leur âge. Donc en fait, ça ne matche jamais, les gens se croisent jamais. Il y a quand même un phénomène de société, ce qui n'est pas ton cas, donc c'est pour ça que c'était intéressant d'en parler. Non, c'est pas mon cas, parce que je cherche pas, moi. Enfin, j'ai jamais cherché. Je me suis jamais dit, c'est un type de femme comme ça qu'il me faut, jeune, blonde. T'as laissé faire la vie. Oui, c'est quand même le plus simple, le plus compliqué à la fois. Mais non, je vois pas en quoi on pourrait chercher. On sait jamais ce qu'on cherche en plus dans la vie, donc. Plus on se connaît, plus on sait à peu près ce qui nous conviendrait, entre guillemets. Enfin, en tout cas, ce qui nous conviendrait pas au niveau des valeurs de vie ou de. Pas. Non, moi je suis. Des valeurs de vie, oui, mais quand tu rencontres quelqu'un, si tu veux. Moi je crois que la première rencontre avec quelqu'un, elle est très animale. Oui. Tu connais pas l'histoire de l'autre, tu connais même pas son prénom, son âge, tu arrives à peu près à l'imaginer, mais. Quoique maintenant c'est compliqué. Ça devient. Oui, c'est compliqué, et puis c'est pas forcément là l'intérêt. Je crois que c'est très animal. Il y a même des sens qu'on utilise, je pense qu'on sait même pas ce qu'on utilise. Du côté de l'odorat, du côté du toucher, probablement qu'il y a des choses qui doivent se passer. Donc c'est très animal, et après tu vois vite, je pense que tu vois très très vite s'il y a une incompatibilité entre guillemets flagrante. Mentalité. Dès qu'on rentre dans le langage, c'est là où on voit s'il y a des zones de butée ou pas, quoi. Enfin vraiment, des zones rédhibitoires. Mais au départ, je crois que c'est très animal. Quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu lui demandes pas son pédigré. Il y a des gens que tu trouves beaux, des gens que tu trouves qui t'attirent, des gens vers lesquels tu as envie d'aller, puis d'autres non. Mais moi, je catégorise pas, enfin, je me poserai pas la question. Mais peut-être que je sais dans quelques années, peut-être que je serai... ça me donnera tort, tout ce que je suis en train de dire, j'en sais rien, mais pour l'instant, non. Non, mais je pense que c'est justement les rencontres en ligne, etc., peut-être enlèvent ce côté instinctif des choses, ils font que... Après, c'est une autre voie que certains utilisent. Mais tu sais, je crois que... encore une fois, on vit dans un monde qui est tellement un monde de performance qu'on veut tout programmer dans nos vies. Je suis bien d'accord. Donc on veut, à la fois, on veut pas que notre monde se robotise parce que ça déshumanise. Ça déshumanise. Il y a une perte d'emploi, etc., etc. Mais on veut tout faire. On veut faire entrer des algorithmes partout, des algorithmes qui vont trouver notre conjoint, des algorithmes qui vont programmer le fait où c'est le mieux pour ma carrière professionnelle d'avoir un enfant ou pas. Et donc finalement... congeler ses ovocytes pour prévoir... C'est ça. On se souvient plus qu'en fait on vit dans la nature et qu'on est des éléments de la nature, que la nature était là avant nous d'ailleurs, donc on se souvient pas de ça. Moi je crois qu'il faut avoir le courage un petit peu de se laisser aller à ce qui se passe dans sa vie, quoi. Après il y a des personnes pour qui il peut ne rien se passer pendant des années, et puis au bout d'un moment il faut me donner un coup de pied au destin pour... Parce que tu vois, tu parlais encore de rencontres physiques et d'être attiré par quelqu'un. Bon, on est d'accord, dans la société, on n'a pas tous des physiques égaux. Et donc, il y a des personnes, à un moment donné, elles ne peuvent pas laisser faire l'instinct. La vie ne leur apporte rien. Donc, il faut bien qu'ils... Tu vois ce que... Après, parce qu'ils n'ont pas un physique avantageux. Ouais, enfin j'en sais rien. C'est dommage qu'ils soient décédés parce qu'il faut en reparler avec Gainsbourg. Je crois qu'il a quand même eu les plus belles femmes du monde. Mais tout le monde n'est pas poète. Mais justement, peut-être que c'est là que ça se joue aussi. C'est-à-dire que c'est dans le lien à l'autre. C'est-à-dire qu'on se dit, je ne corresponds pas à une norme. C'est-à-dire que je ne suis pas beau, tel que la norme voudrait bien me déclarer beau ou pas. Donc, c'est ce qu'avait fait Gainsbourg. Gainsbourg, il avait décidé de se servir de ce physique qui était
encore pas avantageux, ça dépend sous quel angle on regarde, justement sur de l'autodérision, il en jouait. Ça veut pas dire que ça ne le rendait pas malheureux, hein, j'en sais rien, mais aujourd'hui, il faut qu'on rentre dans des cases, donc il faut avoir un bon travail, il faut être plutôt beau. D'ailleurs, des statistiques montrent que les gens qui sont déclarés beaux, c'est plus facile pour eux de s'insérer dans la vie professionnelle. Voilà. D'avoir un peu tout partout facilement. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, mais c'est d'une tristesse infinie. On est bien d'accord. C'est d'une tristesse infinie. Si on revient au Moyen-Âge, les femmes les plus attirantes, c'est les femmes qui étaient très rondes. Oui, c'est vrai. Donc, faut peut-être attendre. Tiens, à un moment... c'est comme la mode, il y a des cycles. Peut-être que la mode sera au moche dans 15-20 ans, on n'en sait rien. Vu tous les filtres qu'ils mettent dans les photos d'Internet, les filtres Instagram et tout... c'est peut-être l'étape suivante du darwinisme, en fait. C'est-à-dire que... on peut peut-être se dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où celui qui est lent, qui n'est pas performant, qui n'est pas beau, enfin performant au sens économique, qui ne gagne pas beaucoup d'argent, etc., on va finir par le mettre de côté. Donc c'est d'une tristesse insondable. Mais pour en revenir à la question que tu me posais concernant Monsieur Moix... Ah, ça te réinspire. C'est pas que ça me réinspire, c'est que si je l'avais face à moi, j'aurais tendance à lui retourner la question... c'est le propos qu'il y a eu. Il y a des femmes, même des jeunes, qui lui ont... Parce qu'en fait, en plus, il précisait qu'il aimait bien les femmes asiatiques qui avaient vers 25 ans. Je ne sais même pas si c'est pas moins de 25 ans. Bon, je ne vais pas déformer ses propos, mais donc du coup, il y a des femmes asiatiques de 25 ans qui lui ont répondu en lui disant « Mais est-ce que tu crois que j'ai envie de toi ? Est-ce que tu crois que moi j'ai envie d'un homme de 50 ans avec le corps entre guillemets de lâche ?» Moi, je crois qu'il devrait garder ses pulsions et ses fantasmes pour lui. Apparemment, il sort d'une relation avec une femme de... Bon. Mais bon. On parlait tout à l'heure, avant de commencer le podcast, de l'engagement. Et tu m'as dit quelque chose d'intéressant par rapport au podcast avec Franck que j'ai fait sur comment il a su que c'était la bonne. Toi, tu m'as dit que c'était une question que tu te posais jamais, de savoir si c'est la bonne. C'était forcément la bonne si tu étais avec elle. Non. Si, c'est un peu ça. C'est que si quand tu démarres une relation, tu la questionnes en permanence, c'est difficile de vivre pleinement c'est difficile de bâtir une relation. C'est-à-dire que si tous les jours tu te lèves en disant est-ce que c'est la bonne, c'est que forcément la réponse est que c'est pas la bonne. Si la question émerge aussi fortement. Donc moi j'ai toujours agi en me disant quand j'étais en présence de quelqu'un que j'aimais, j'aime et on voit ce que ça donne. Voilà. Donc après, par exemple avec la maman de Lou. L'envie d'avoir un enfant, on savait qu'on avait envie d'un enfant, et elle et moi, et c'est arrivé de façon extrêmement... naturelle. Oui, c'est arrivé un 14 février, à 5h du matin dans un lieu de débauche, on s'est dit, on ne peut plus attendre, il faut qu'on fasse un enfant, donc on a fait un enfant. Au bout de combien de temps vous étiez ensemble ? Écoute, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble. Ah oui, donc c'est pas juste au bout de 6 mois de relation où... C'était quand même... Non, je pense qu'on a laissé... on n'a pas laissé mijoter, mais on a laissé cette envie, ce désir affleurer, si tu veux, et qui devienne tellement prégnant qu'il fallait, entre guillemets, passer à l'acte, vraiment, faire un enfant. Parce que ça commençait à nous occuper véritablement très très fort. Ouais, mais comme on disait avant le podcast, sur le fait qu'il y en a quand même avec qui t'es resté, ça n'a pas marché puisque vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui, dans tes histoires précédentes. Oui. Donc du coup, c'est que c'était pas les bonnes au final, avec qui t'aurais fait des enfants, avec qui t'aurais acheté un appartement, ou avec qui... Mais je crois que tu le sens dans une relation, tu débutes une relation et tu sais rapidement assez vite. Je crois qu'une relation, tu as envie de la faire vivre, c'est-à-dire tu as envie de la faire vivre dans la projection. Tu te dis pas tous les jours, je sais pas si on sera encore ensemble dans une semaine, parce que ça peut devenir un peu lourd, je pense, de penser à ça au petit déjeuner tous les matins. Donc tu es plutôt dans la projection, et quand t'as pas envie de te projeter, c'est-à-dire que t'as pas envie de penser, de te projeter avec la personne dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est plutôt mauvais signe. Je pense. Oui. Donc c'est là que les relations s'arrêtent, en tout cas pour moi, oui. Et tu me disais que quand t'arrêtais une relation, ça prenait du temps tout le temps. Oui, c'est ce que tu me disais. Tu paraissais étonné, mais oui, moi ça prend du temps d'arrêter une relation. Tu te lèves pas un matin en disant c'est pas la bonne, tu prends tes affaires, tu t'en vas. Il y en a certains qui font ça. C'est peut-être pathologique, mais peut-être. Il y a peut-être aussi une peur, une culpabilité. Je n'en sais rien. Moi, ça aurait tendance à me prendre beaucoup de temps parce que
Parce que tu questionnes, t'es quand même en pro-doute, t'es très divisé. Tu vois, les journées continuent, tu te dis finalement c'est pas si mal, etc. Donc avant que se sédimente véritablement cette sensation, ce ressenti que non, t'es pas bien avec cette personne, je pense que c'est plutôt bien de peser pas, le pour et le contre. oui, de pas agir sur un coup de tête. Puis dans les couples, il y a des fois où il peut y avoir des moments où ça se passe moins bien. Si on devait claquer des portes à chaque fois, ça se passe pas bien. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que ça prend. Je trouve que ça me peut prendre du temps. Et là, si tu devais donner des conseils, parce que toi, t'es en couple depuis un an, enfin un peu plus qu'un an, voilà, bref. Et si tu devais donner des conseils à ceux qui galèrent un peu, qui ont du mal, soit à se poser, soit à rencontrer l'amour, enfin c'est plusieurs sujets, hein, mais et comme t'es pas très branché site de rencontre. Non, c'est une question extrêmement difficile. J'ai pas vraiment de réponse. T'expliquerais pas, toi de ton côté, tu l'expliquerais pas ce qui fait qu'aujourd'hui il y a autant de célibataires et qu'il y a autant de gens qui ont du mal à trouver chaussures à leurs pieds? Moi, j'ai un avis très personnel sur la question et je reviens toujours à ce cheval de bataille. Je crois qu'on vit dans un monde, ça a échappé à personne, qu'on vit dans un monde capitaliste, c'est-à-dire dans un monde où finalement on objectise un peu tout. Et donc, je crois que le lien entre les personnes se détériore d'année en année. Et aujourd'hui, je crois qu'on est seul parce qu'on sait plus faire lien. C'est-à-dire que comment se rencontrer, moi j'en parle souvent avec mes grands-parents, comment se rencontrer les gens, les couples, je dis pas que c'est idéal, je dis que ça se passait comme ça en campagne dans les 20e siècle, il n'y a pas si longtemps. Il y avait des bals populaires, on allait au café, on allait se baigner dans la rivière, les garçons, les filles, il suffit de réécouter un peu mon temps. Bon, on fait plus ça, c'est-à-dire que maintenant on a besoin d'un efficace. C'est-à-dire de trouver la personne qui va bien, etc., etc. Et je pense que ça nous inhibe énormément. On vit dans un monde qui déteste l'échec. Ouais. Tu vois, surtout, apparemment, c'est surtout dans la culture française que l'échec est vraiment... Probablement, parce que les Américains le cultivent et disent que l'échec, c'est pour mieux rebondir. Et... Moi, je crois qu'on est très inhibé aussi. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas... enfin, je sais pas, ça c'est peut-être moi qui pense ça, mais je crois qu'on a du mal à accepter les rencontres sans lendemain, c'est-à-dire des rencontres qui peuvent très très bien se passer, mais on va pas vivre forcément toute notre vie ensemble. C'est plutôt une majorité. En catégorie, si tu veux. C'est-à-dire, soit on a une période où, voilà, on va avoir des rencontres sans lendemain, puis après on se dit, bon, stop, à partir d'aujourd'hui, maintenant, je ne rencontre que des gens. Bon, ça marche pas comme ça, la vie, je crois pas trop. Je crois que la vie, c'est faire naître du désir en soi, en faisant des choses, en s'accomplissant, en s'émancipant. Et on croise des gens sur notre route. Exactement. Et puis à un moment, quand on se regarde, on sent bien qu'il se passe quelque chose. Et puis, moi, ce que j'observe et qui me rend vraiment pessimiste aujourd'hui et quant à la suite, c'est qu'encore une fois, c'est qu'il y a un délien très très fort entre les êtres. Vraiment. Un délien. Oui, un délien. Tout attaché. Pas le oui, délien. Non, un délien tout attaché. C'est-à-dire qu'on conserve aujourd'hui une très très faible capacité à faire lien avec l'autre. C'est de plus en plus compliqué, moi je trouve. La façon dont on s'adresse à l'autre, c'est souvent, dans le meilleur des cas, ça peut être très distant, ça peut être agressif. On a du mal à faire lien. Et puis, je pense qu'on vit dans un monde, bon, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais qui nous individualise énormément et surtout qui nous rend un peu parano vis-à-vis de l'autre. On se fait plus confiance. Moi, je me souviens, bon, d'accord, c'était à la campagne, tu me diras, c'est encore vrai à la campagne un peu aujourd'hui, mais mes parents nous confiaient aux voisins quand ils n'étaient pas là, la maison était toujours ouverte, il y avait même des circulations d'argent, c'est-à-dire qu'on se prêtait de l'argent de la main à la main, bon, tu me les rendras... Bon, mais cette confiance-là entre les êtres, c'est quand même... c'est peut-être parce qu'on vit dans une grande ville aussi, mais je crois pas. Je crois qu'il y a une perte de confiance et ça se lie très très fortement sur le lien amoureux, qui me paraît aujourd'hui très abîmé, comme tous les liens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va chercher, sans faire de généralité, on n'est pas tous à cet endroit-là, fort heureusement, mais... moi, quand je sors je suis toujours très étonné déjà de voir le nombre de jeunes femmes par rapport au nombre de jeunes hommes dans les bars, dans les lieux publics. Non, mais ça, c'est un fait. Il y a beaucoup plus de femmes à D'accord, Paris. mais quand tu le vois véritablement massivement dans un lieu, ouais. Et je suis toujours très étonné par le niveau d'exigence quand j'entends les conversations. Des femmes ? Oui.
c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup frappé, moi, ça. Le niveau d'exigence, j'ai l'impression que la jeune femme qui aurait on va dire, entre 30 et 40 ans, est quand même, alors ça va peut-être te faire bondir ce que je veux dire, mais qui est quand même un peu à la recherche du prince charmant. Il y a quelque chose encore de cet ordre-là. Tu crois ? Vraiment. Tu crois pas que c'est juste elles ont compris avec leurs expériences que maintenant elles voulaient plus telle chose et qu'elles savent un peu mieux ce qu'elles veulent, donc du coup ça fait du tri. Mais comment tu te laisses aller à l'autre ? C'est-à-dire comment tu viens être contredite ou contredit par l'autre ? C'est-à-dire qu'une position, pour moi, ça sert à être bousculé un peu par l'autre. Ouais, tu vois, ouais. tu es à un endroit, j'ai vécu une mauvaise relation avec une femme blonde, donc plus jamais de femme blonde. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui disent ça. Bah oui, ouais, ça demande à être contredit. Ce serait dommage de ne pas rencontrer une femme blonde, par exemple, qui sera avec laquelle tu serais bien. Oui, ou des personnes qui ont eu des relations qu'avec des personnes noires. Par exemple, ils disent, moi, de toute façon, ça marche qu'avec les noirs. Oui, moi j'ai entendu déjà des réflexions de jeunes femmes dire dans des bars, tu joues au foot, ah non, moi les footeux c'est terminé pour moi. Ouais. Et tu te dis, bon, à la fois c'est assez amusant, mais comment tu te laisses... Le pauvre gars, s'il avait joué au badminton, c'était bon pour lui, mais comme il joue au foot, je sais pas, peut-être que ce jeune homme était très charmant, ils auraient probablement été très heureux ensemble. Et je pense on raisonne de façon très algorithmique, c'est-à-dire qu'on se reboutise dans la relation à l'autre. Mais c'est un peu un des défauts, je pense, qu'ont provoqué les sites de rencontres. C'est-à-dire que tu remplis, enfin les anciens, mais tu remplis des questions, quoi. Et tu dis, moi, voilà, j'aime ça, puis on te propose des profils qui correspondent à ce que toi, je suis bien d'accord que moi, la plupart des histoires que j'ai eues, à chaque fois, souvent, je leur disais, mais en fait, je t'aurais jamais croisé sur une appli, je t'aurais jamais parlé... Mais oui, je pense que ça... D'ailleurs, il y a des hommes qui disent à Paris, moi, pour être sur les applis, ah ouais, t'es loin, là, Ah bah non, ça fait loin par rapport à mon boulot. Ça fait loin. C'est insensé. Bah oui. On est dans, comme tu disais tout à l'heure, sur le côté capitaliste, il faut que ce soit rentable. C'est-à-dire que moi j'ai mon boulot qui me tient jusqu'à 20h. Exactement. On veut rentabiliser la relation, ce qui est quand même assez incroyable. Ouais. C'est quand même assez fou. Mais alors attention, ce dont je parlais, j'ai entendu des paroles d'hommes aussi qui étaient absolument incroyables. Hein. Il se trouve que ma femme est brésilienne. Et j'en ai parlé à un ami il y a quelque temps, et il me disait « Ah non, moi les brésiliennes, c'est pas possible. » Ah ouais ? Ah bon ? Ah oui, il y a très longtemps, j'avais 20 ans, donc ça a 25 ans. J'ai été avec une brésilienne et c'était une très mauvaise expérience, donc c'est définitif, c'est fini. Ah ouais. Et je me dis, mon Dieu, c'est quand même... De faire une généralité sur une population complète. Oui, et puis de se dire, de s'interdire... je pense que probablement que cette histoire s'est pas bien passée. Je suis pas sûr que la nationalité de la personne ait une grande influence. Peut-être un espace culturel à combler, mais c'est toujours très étonnant ça. Et je pense vraiment que on pense de façon tellement algorithmique qu'on se dit ça j'ai essayé, ça a pas marché, c'est bon, c'est de côté, et donc on pense qu'on va converger de façon mathématique. Donc j'enlève ça, et au final, il va bien émerger quelque chose. Tu sais, c'est comme... Ou rien, parce qu'au final, le choix est tellement restreint. Mais c'est surtout que ça n'apparaît pas comme ça. C'est un peu comme ces jeux, tu sais, où tu colories des cases, il y a un visage qui apparaît. Mais je crois qu'on joue à ça. Mais on joue à ça sans se laisser aller véritablement à l'autre. C'est-à-dire que l'autre n'existe plus. À un moment, on se dit, c'est tombé sur toi. Parce que j'ai coché toutes les cases, c'est tombé sur toi. Mais il n'y a pas une démarche vis-à-vis de l'autre. Il n'y a plus de démarche. Moi, je trouve que ce sont des moments dans la vie qui sont exceptionnels. Quand tu rencontres une personne pour la première fois, que tu n'as jamais vue dans ta vie, et que tu sens qu'il se passe quelque chose. Ce désir-là. Mais tu ne crois pas que ce quelque chose, il est en train de disparaître, que les gens ne s'autorisent même plus en général ? C'est bien ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire cette petite flamme-là qui naît et puis qui va flamber probablement ou pas, d'ailleurs, on ne sait pas. Elle est éteinte tout de suite par les fameuses cases. Ah mais non, mais non, parce que je pense qu'il y en a beaucoup de Yann Wax. Donc, ah là là, cette femme me plaît. Ah mais non, elle a 50 ans, hop, elle est pas dans la case. On parle bien, elle est drôle, cette femme me plaît, mais par exemple, oui, mais enfin, elle est quand même sérieuse dans un bar, donc non. Donc c'est pas... Parce que moi, je veux une femme qui soit riche, qui soit ci, qui soit ça, qui fasse tel boulot, machin, etc. Et donc, on se laisse pas aller à l'autre. Ouais, du coup, au final, on est libéré des castes ou des obligations de... Il faut sortir avec des aristos parce qu'on est aristo, mais en fait, on se les crée quand même, nos propres... Mais bien évidemment, bien évidemment.
Et donc, je ne sais pas si ça peut expliquer, ça ne répond pas du tout à ta question, mais, si, ça, mais en tout cas, moi j'y vois une des causes à cette solitude. Bon, je pense que les grandes villes anonymisent énormément. On est très anonyme dans une grande ville et c'est difficile de se rencontrer. Peut-être plus difficile de faire lien. Je sais que tu as parlé de charge mentale avec Franck la dernière fois. Je pense qu'il y a une charge mentale énorme dans les grandes villes. Par rapport à quoi ? Par rapport à tout. Je pense que la charge du côté de l'économie, du côté de l'éducation des enfants, du côté... tu vois, tu rentres le soir, t'es vanné. T'es complètement vanné. Donc refaire lien, c'est-à-dire reprendre 45 minutes de métro pour aller rencontrer une personne dont tu ignores tout, on veut optimiser. On veut optimiser nos trajets psychiques, en fait. Ouais. On veut que ça vienne tout de suite. Donc, non, je vais optimiser parce que là, je suis tellement fatigué que... Le temps de cerveau disponible ? Par exemple, ou en tout cas, le temps de cerveau, moi, je dirais le désir disponible. C'est-à-dire que le désir, c'est pas infini. Et on a l'impression que le désir, c'est infini. Mais on peut avoir grillé son désir à la fin de la journée. Quand tu es complètement vanné, tu n'as plus de désir pour rien. Tu as juste une envie, c'est de te poser devant un écran et puis finalement te robotiser. C'est-à-dire défiler des images et puis terminer, tu t'endors. Donc ça, c'est difficile de toujours maintenir son désir. Et si on avait des espaces de maintien du désir, on serait plus disponible pour aller rencontrer l'autre, subir un échec. Oui, et d'accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et bien évidemment, je vous offre un verre, non, bon, mais tant pis, je fais autre chose. Là, on est aussi dans une logique du oui en permanence. Quand tu parles de l'échec et d'offrir un verre à quelqu'un, ça me fait penser suite à MeToo et tout le problème qu'il y a eu, qu'il y a toujours d'ailleurs, hein, mais il y a beaucoup d'hommes qui n'osent plus aller draguer, ils n'osent plus aller vers l'autre. C'est-à-dire qu'ils disent alors, il y a plein d'hommes qui disent mais en fait c'est juste qu'à la base ils se comportaient mal, parce qu'en fait si tu te comportes bien depuis le début, le MeToo n'a eu aucun impact sur les hommes. C'est-à-dire que aller voir juste quelqu'un, lui dire je peux t'offrir un verre, c'est pas l'agresser, c'est pas tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y en a pour qui déjà il y en a qui savent pas faire, hein. Toi tu me disais plutôt que tu sais pas draguer. Non, je sais. T'appliques pas une règle Non, moi j'aurais tendance à être un peu un homme extrêmement basique, c'est-à-dire que quand j'ai envie de rentrer en lien avec quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, je me dirige vers la personne et je parle. Bon, alors est-ce que ça s'appelle draguer ? Après, moi je pense que, c'est un sujet qui est sans fin, mais je pense qu'on est très souvent dans la relation de séduction avec l'autre, avec n'importe qui. Même du même sexe ? Ah oui, j'en suis convaincu. C'est-à-dire que, tu sais, je relisais avant que tu arrives, je relisais l'étymologie du mot séduire, qui a changé d'ailleurs. Mais dès le XVe siècle, séduire, ça voulait dire détourner du droit chemin. Je trouve ça très intéressant. Et je pense qu'on est souvent dans la séduction parce qu'on veut détourner l'autre du chemin vers lequel il se trouve, parce qu'on veut faire chemin commun, ne serait-ce que 5 minutes pour une conversation. Donc quelque part, tu es obligé de séduire un peu l'autre, pour ne serait-ce que capter son attention. Mais sauf qu'aujourd'hui, comme tout ça demande un effort, tout ça demande un investissement psychique, etc., on ne veut pas faire cet effort. Donc, on va cocher des cases pour être sûr, on ne va pas capter l'attention, mais on va capter l'objet, l'autre. Ouais. Donc l'autre, c'est bon, il est prêt. Déjà, au niveau des cases, on est bien. Donc, on n'a plus besoin de faire ce chemin, moi, ça m'est arrivé de m'asseoir dans des bars et je me disais, cette jeune femme, et j'engagerais bien la conversation, mais de me donner du courage avec un premier verre, de dire, mais comment je vais lui parler, parce qu'elle a l'air de parler... Tu vois, c'est tout un cheminement psychique qui n'est pas toujours simple, d'ailleurs, de se lancer. Moi, je ne suis pas forcément quelqu'un qui se lance facilement. Puis il y a surtout cette peur du râteau. Moi, j'ai pas mal de côté... Bien évidemment. Alors qu'en fait, on n'en meurt pas, hein. On n'en meurt pas, et puis je crois qu'on a aussi, ça fait le lien avec ce que tu disais avec MeToo, même si c'est récent, mais on a aussi, en tout cas pour moi, mais j'ai toujours peur qu'on se méprenne quant à mes intentions. Tu vois, t'engages la conversation, non, c'est parce que j'engage la conversation que je veux coucher avec toi. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc, est-il utile de le préciser ? Tu vois, si on est dans un monde où il faut préciser ça, tu vois, encore des cases. Donc voilà, moi c'est la case, je veux juste vous parler. Mais ça marche pas, ça, parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir la conversation. Est-ce que la conversation va créer du désir ou pas ? Et toi, bon, j'imagine que je connais déjà ta réponse, mais une femme qui vient t'accoster dans un bar où, bon là t'es en couple, mais avant, etc., tu vas pas la cataloguer en mode, parce que j'ai déjà entendu des choses du genre, elle a faim, une femme qui vient m'accoster comme ça, je me dirais qu'elle fait ça avec tous les hommes. Non ? Ça t'est déjà arrivé ?
Bah oui, oui, ça m'est arrivé. Une femme, ça a du désir, comme un homme, non? Ouais, mais il y a des codes. Et moi, je suis là pour en discuter, justement, et que je cautionne pas du tout. Ouais. Mais je sais que moi, j'ai un article sur mon blog qui s'appelle Une femme seule dans un bar ne le reste jamais longtemps. Parce qu'au contraire, il paraît que les hommes, c'est plutôt quand les femmes sont en groupe qu'ils ont du mal à y aller, alors qu'une femme seule, c'est plus simple d'aller l'accoster. Sauf qu'il y a plein de femmes qui n'osent pas aller seules dans un bar. Déjà par peur de l'ennui, puis parce qu'elles trouvent ça chelou d'aller dans un bar toute seule. Oui. Et après, quand j'avais des commentaires sur l'article, etc., il y a pas mal de personnes qui disaient « Ouais, mais déjà, une meuf qui va dans un bar toute seule, c'est chelou. C'est pas normal. Moi, je trouverais pas ça normal qu'une nana vienne me parler. » Bon, moi, je sais pas, mais je peux imaginer, peut-être que je me trompe, qu'une femme seule dans un bar est plus facilement abordée par des hommes que l'inverse, qu'un homme seul dans un bar par des femmes. Probablement. Parce qu'on a aussi des images, je pense. Enfin, en tout cas, on a des fantasmes. Un homme seul dans un bar, on va poser la question, est-ce qu'il vient là tous les jours? Est-ce qu'il n'est pas complètement alcoolique, dépressif? Alors qu'une femme seule, peut-être que les hommes se disent, bah, tiens, elle est juste disponible, en fait. Donc je pense que c'est des différences de regard, probablement. Et des raccourcis. Et des grands raccourcis. Moi, j'aurais tendance à me poser aussi la question pour une femme seule dans un bar, savoir si elle n'est pas alcoolique, si elle est là tous les jours. C'est vrai ? Mais bien sûr, pourquoi ça échapperait à une femme, ça, la solitude Oui, non, mais parce que parce que le problème... Tu vois, si toutes les femmes célibataires, elles se collent devant Netflix puis qu'elles se plaignent de jamais rencontrer, pour aller vers l'autre, il faut trouver des moyens de rencontrer les autres. Donc, tu peux te dire, bah tiens, en sortant du boulot, sur mon chemin, en remontant ma rue, je m'arrête boire un verre de vin avant de rentrer chez moi Mais encore une fois, moi, j'aurais tendance à dire que les personnes qui ont envie, qui se donnent les moyens, si tu veux, d'un investissement psychique pour se lier à l'autre, ça se voit tout de suite. Ouais. Que ce soit un homme seul ou une femme seule, tu vas voir tout de suite une femme... Il y a la communication non verbale. Bien évidemment, tu vas un sourire, je peux m'asseoir près de vous, mais bien évidemment, etc. Et puis la conversation s'engage. Ouais. Donc je suis même pas sûr qu'il faille le genrer finalement, ce genre de comportement. Et puis tu as des personnes qui sont pas dans le lien, tu le vois tout de suite, ils sont là, femmes ou hommes d'ailleurs. Quand j'étais étudiant, je me souviens à Nantes, j'allais dans un bar le matin prendre mon café, il y avait une femme d'une 50aine d'années, tailleur, très très chic. Vous pouvez imaginer une femme d'affaires par exemple. C'est peut-être pas du tout ça. Tous les matins à la rentrée, 7h30, elle prenait un verre de muscadet, elle le sifflait cul sec, elle repartait. Donc, si tu veux, on peut, en termes d'image, là, l'image, elle est quand même probablement bien cassée. Cette femme, elle faisait ça tous les matins. Elle voulait pas de lien, elle voulait juste son verre. Mais je pense que dans le lien, ça se ressent. Quand tu rentres dans un bar, il y a souvent des personnes seules, hommes plus souvent que des femmes. Tu vois bien à qui tu peux t'adresser, je pense. Ça se ressent, ça se lit. Mais ça, justement, je pense que derrière les écrans, etc., on le cultive plus. Ça, on en revient, on fait la boucle sur le fait que les gens ne sont plus habitués à l'instinct, de regarder les gens, en fait, de se regarder et de dire, lui, en fait, il a un peu une tête de psychopathe, il a pas l'air open, je vais pas y aller. Alors que lui, il me semble sympathique. Après, tu peux être trompé et puis discuter avec la personne puis te rendre compte que... le problème des écrans, c'est que c'est quand même pas la réalité, quoi. C'est tout simplement ça. C'est quand même très fictionnel, tout ça. Même quand on va filmer une scène de la vie entre guillemets réelle, ça se passe pas comme ça. C'est pas vrai. Dans le lien à l'autre, il est très particulier. C'est nous qui allons avoir notre propre lecture. Le lien à l'autre, ça s'apprend pas avec un tuto YouTube, en fait. Je crois pas. Nous, c'est notre lecture. Toi, il y a peut-être un homme qui va t'inquiéter si tu le vois seul dans un bar. Et tu vas avoir une amie qui va peut-être être attirée par cet homme. Carrément. Parce qu'elle va le trouver mystérieux, Puisque ça ça fait écho à des choses à elle. Mais bien évidemment. Et donc ça, on n'a plus envie de passer du temps à s'écouter soi-même déjà, à prendre le risque d'aller vers l'autre, parce que c'est toujours un risque d'aller vers l'autre. On ne sait pas sur qui on va tomber. Sans parler du risque, je ne parle pas de danger, je parle de risque. Le risque, ça va être de tomber sur quelqu'un qui ne va pas du tout nous intéresser. Et donc là, il va falloir dépenser une autre énergie pour clôturer la conversation. Ouais. Tu vois, et donc le lien à l'autre, ça demande de l'effort, ça demande... C'est marrant, cette histoire d'effort, ça revient sur le côté... je sais pas si tu as suivi le ghosting, c'est quand tu ghostes quelqu'un, c'est quand tu ne donnes plus de nouvelles du jour au lendemain, c'est-à-dire que tu réponds plus aux messages, etc. Tu prends même pas le temps de lui dire au revoir. Et il y avait Pascal qui disait, dans l'épisode 3, je crois, qui disait, en fait, ça demande... Il dit, je comprends, parce qu'en fait, ça demande trop d'énergie de dire à l'autre...
pourquoi on veut plus le voir. Donc je pense qu'il y en a, ils se prennent même pas la tête à se dire, à prendre le temps de... Et donc on en revient à ce truc d'énergie, de prendre le temps d'aller parler avec quelqu'un. Les gens deviennent feignants en fait. Ah oui, puis c'est surtout qu'on objetise l'autre, c'est-à-dire qu'on jette l'autre comme un objet. Je veux plus de cet objet, je le mets à la poubelle. Donc l'autre, j'en veux plus. Je prends même pas le temps de lui dire que pourquoi je veux plus de lui. Ce qui est quand même un peu la moindre des choses. On objetise énormément. C'est-à-dire que l'autre est un objet qui circule dans notre vie, dont on veut pas. Donc on en revient à ce qu'on disait dans la solitude aussi, c'est que si on considère l'autre comme un objet, on ne peut pas avoir de lien avec l'autre. L'autre, c'est un sujet qui a une histoire, qui a une pensée, qui a des humeurs, des fois qui est de bonne humeur, de mauvaise humeur, qui va être... moi, j'aime bien l'idée de... c'est même plus qu'une idée, j'aime bien vivre dans la relation ce que j'appelle une éducation mutuelle. Je trouve qu'on s'éduque beaucoup. Que ce soit une vie de couple ou avec un ami, on s'éduque. C'est-à-dire que notre éducation n'est jamais terminée, bien évidemment. Nos parents, ils ont, dans le meilleur des cas, ils ont démarré le processus, et dans le pire des cas, ils n'ont pas fait grand-chose. Donc, on s'éduque tout au long de la vie, et tu ne peux être éduqué par l'autre qu'à partir du moment où tu te laisses aller à l'autre. Avec son avis divergent, avec sa façon d'être, sa façon de penser. Et ça demande d'y consacrer beaucoup de temps. Et je crois que... Les gens prennent plus le temps. Non, les gens ils prennent plus le temps parce je pense qu'ils consacrent beaucoup de leur temps à ce qu'ils considèrent comme étant une performance, leur travail. En gros, on travaille, je vais grossir énormément le trait, mais en gros, on travaille et puis on va faire l'Égypte en avril, et puis on va à Méribel. Pour ceux qui ont les moyens. Puis dans d'autres cas, on est quand même très assommé par les vies que l'on mène, quoi. Donc trouver de l'espace psychique pour rencontrer l'autre, c'est très très compliqué. Et donc je pense que la solitude, c'est avant tout une conséquence des robots qu'on est un peu devenus, quoi, tout simplement. Tu sais, il suffit d'aller passer une quinzaine de jours dans un endroit qui n'est pas connecté, il n'y a pas de réseau, etc. On va me prendre pour un babos, mais où tu as du calme, véritablement, tu vas voir que ça va être difficile au départ, parce on est plus habitué, mais au fur et à mesure, tu vas te lier avec les gens du village, tu vas avoir besoin de lien à l'autre. Tu vas en avoir besoin. Et je pense que le fait d'être connecté nous fait croire qu'on entretient un lien à quelque chose, mais qu'il y a quelque chose de virtuel qui n'existe pas. On parle plus à ses voisins, tu sais très bien, on parle plus à ses voisins, etc. Ici, dans cet immeuble, dans l'immeuble dans lequel on se trouve, à Montmartre, la fête des voisins, c'est toujours une fête incroyable. On s'installe dans le couloir, mais c'est normal, la moyenne d'âge, c'est 55 ans. Les gens étaient un peu plus habitués à faire les... Ils sont là depuis 20 ans. Moi, j'ai même pas la fête des voisins dans mon quartier. Hein. Moi, j'ai personne qui fête la fête des voisins. Ça fait 10 ans que je suis dans le même immeuble. Oui, moi je crois que ça se fait de moins en moins. Après, moi je veux pas en faire un conflit générationnel. Hein. Je dis pas que quand on a 60 ans, on est plus intelligent que quand on en a 20. Pas du tout. Mais je crois qu'on a plus conscience. On a été éduqués dans le lien. Enfin, un peu plus dans le lien en tout cas. Un peu plus. Et je crois que si, en tant que parent, en tout cas, moi, c'est pour boucler un petit peu ce qu'on disait par rapport à Lou et son adolescence, je crois que c'est l'essentiel de mon travail, viser Lou. Ce que je considère comme un travail. Tu vois, c'est un travail de parent. Un travail au sens effort physique. Physique, psychique, etc. L'essentiel de mon travail, c'est de lui apprendre le lien. Comment on se lie à l'autre, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu'on va regarder dans le lien à l'autre pour se dire on se sent bien, on se sent pas bien, comment on peut s'exprimer vis-à-vis de l'autre pour parler du lien. Tu crois que t'aurais fait pareil si t'avais eu un garçon ? Ça aurait été naturel aussi ? Je sais, alors je peux pas répondre à cette question. Ouais, mais j'imagine que oui, quand même, parce que c'est tellement... moi, ça me paraît tellement être la clé de... si tu veux, la clé du vivre ensemble, en fait. Ouais, mais c'est tellement la clé du vivre ensemble. C'est quel slogan Il n'y a pas un politicien, son slogan, c'était vivre ensemble, le vivre ensemble. Ça a forcément été utilisé. Mais non, mais en tout cas, je pense que c'est vrai. Ça, c'est un élément clé qu'il faudra retenir, c'est le côté d'apprendre à créer du vrai lien. Je pense que vraiment, c'est un des problèmes de la société d'aujourd'hui, c'est que les gens prennent plus le temps de créer du vrai lien avec les gens. Et c'est pas incompatible avec des réseaux sociaux.
Ah bah non. Tu vois, non. c'est pas ou du lien, ou moi je pense qu'on peut très bien, savoir faire lien, se lier, avoir une vie sociale plutôt riche et plutôt satisfaisante, et être aussi sur les réseaux et maintenir des liens avec des gens qui sont beaucoup plus loin, par exemple, Oui, ou oui. voilà, tout simplement. Parce qu'il y a les Skype et tout Oui, ça ou qui... l'utiliser aussi comme un outil qui va favoriser le lien, par de la prise de rendez-vous, par des échanges d'informations où on peut se retrouver, où on peut échanger des informations, enrichir l'autre. Encore une fois, s'éduquer, ça peut être, mais bon, c'est pas vécu comme ça, malheureusement. Donc des conseils, j'en ai absolument aucun, mais peut-être que... Si ce n'est de pas se mettre la pression. Essayer de résister à cette ère du temps absolument folle qui vient nous dire que on doit être performant, beau, même sexuellement, Ouais, c'est quand même avoir une vie terrible, tu sexuelle, vois, absolument. c'est terrible, on va être beau, on doit être performant sexuellement, comme les gamins maintenant regardent du porno dès qu'ils ont 11 ans, ils croient que la vie sexuelle c'est forcément avoir un sexe gigantesque. Ça t'as pris le temps d'en parler avec ta fille? De quoi, du porno? Ouais, de l'image que peut renvoyer. Parce que bon, c'est vrai qu'en tant que fille, moi, j'ai pas été, par rapport à mes amis de collège ou de lycée, j'ai mis très longtemps, j'en ai regardé un par curiosité, mais j'ai jamais, autant que les hommes, eu envie de regarder du porno. J'ai l'impression que c'est quand même très masculin. Mais au cas où elle soit confrontée à des images pornographiques, je ne sais pas par quel moyen, mais... Elle y a probablement déjà été confrontée, faut pas se mettre un morceau devant les yeux, mais... C'est 10 ans, l'âge moyen, apparemment, que les premiers pornos. Voilà, donc je vois pas pourquoi elle serait pas forcément dans une forme de moyenne, mais ma réponse est toujours la même, encore une fois, c'est de l'éducation, du dialogue. Et on en a parlé récemment avec Lou, parce qu'elle a fait un examen médical récemment, et le médecin lui parlait de ses règles, etc., etc. Et en rentrant, on parlait d'avoir sa première relation sexuelle. Elle me dit, c'est pas pour tout de suite. Donc là, j'ai repris des couleurs. Mais on en parlait. Elle me dit, mais comment on choisit son partenaire, en fait, pour la première fois? Les enfants ont quand même un talent pour te poser des questions auxquelles tu n'as strictement pas la réponse. Et je lui dis, je crois que tu le sentiras. Tu sentiras qu'il y a un dialogue qui va se créer avec l'autre. Il va avoir aussi peur que toi, la plupart du temps. Hein. Et à moins qu'il ait 30 ans, ce serait pas bon signe. À moins qu'il ait 30 ans, que ce soit Yann Moix. Mais tu vas sentir qu'il y a un dialogue qui va se créer. Et qu'il soit bienveillant, surtout. Si tu te sens à l'aise, si tu te sens en sécurité, si tu sens que tu as du désir pour ce garçon ou cette jeune fille... T'essaies pas de lui dire dans l'idéal, ce serait bien qu'elle ait des sentiments, pas forcément. Tu vois, qu'elle soit vraiment... Pour moi, ça en passe bien évidemment par là. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment amoureux. Parce que des fois, les ados, ils peuvent se mettre la pression en mode oh là là, j'ai 15 ans, je l'ai toujours pas fait. Bon, là, il y a la soirée de machin, je vais tout faire pour le faire, quoi. Il y a une série d'ailleurs sur Netflix en ce moment qui est Sex Education. Oui, elle m'en a parlé. Et qui est vachement intéressante. Je pense qu'à regarder avec les parents, pour amener des questions, c'est... Oui, c'est un job à temps plein, l'éducation. Ah, mais je... passer 24 heures sur 24. Je veux bien le croire. Mais écoute, pour finir avec ça, bien évidemment que ça va se jouer du côté du sentiment. Tu t'es attiré par l'autre, sauf si effectivement tu es dans la performance. Je ne l'ai pas fait, il faut que je le fasse. Ouais. Ou je ne l'ai pas fait avec 3 garçons en même temps parce que ma copine l'a fait, il faut que je le fasse. Donc, mais si tu sors de la performance, c'est-à-dire si on apprend à son enfant à dire non, la normalité n'existe pas, c'est-à-dire c'est ta normalité à toi, c'est ce qui te correspond à toi. Non, il n'est pas vrai que la première fois tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ouais, donc tu dois être en capacité de t'écouter, ce que te dit ton corps, ce que disent tes propres mots. Et puis, si tu te sens encore une fois en sécurité, c'est vraiment une danse de faire l'amour avec l'autre. Ouais, c'est mais une ça danse. peut être compliqué quand t'es donc ado. tu peux te marcher sur les pieds, tu peux... oui. Oui, bien évidemment. Mais quand t'es ado, tu peux avoir la pression de la rumeur, du lycée, d'ailleurs, la série l'explique vraiment bien, ce côté où les on-dit, elle a fait ça, même les photos. Alors ça, c'est un truc, moi, je suis heureuse de ne pas avoir eu mon adolescence avec les smartphones, parce que apparemment, c'est très courant de prendre en photo son sexe, d'envoyer les photos, de chauffer l'autre par... Et tout ça, en fait, je trouve que ça peut mettre vraiment des situations pas très saines sur... encore une fois, je suis pas au collège avec Lou quand elle y est, je suis pas. Mais ce qui me rassure, mais peut-être que je suis naïf ou que j'ai envie d'être rassuré, c'est que
Elle a tout un groupe de copines qui sont vraiment super. Elle parle beaucoup. Moi, je crois qu'à partir du moment où on dialogue, à partir du moment où les choses sont dites, les inquiétudes, les peurs, les doutes, les craintes, etc., je pense que déjà, tu résous 80% des problèmes, quoi. Mais après, t'es pas à la... Mais non, bien sûr que non. Ouais. Donc, c'est la difficulté d'être responsable de quelqu'un. C'est que tu es toujours... j'en parlais avec Lou, elle me dit, est-ce que tu es inquiet pour moi ? Je lui dis, bien sûr, je suis inquiet pour toi, je suis responsable de toi. Donc, quand on est responsable de quelqu'un, on est inquiet pour la personne. Elle me dit, mais ne sois pas inquiet. Oui, mais ça se décrète pas. Je suis inquiet pour toi, mais ça ne doit pas t'empêcher. T'es inquiet depuis qu'elle est née ? Enfin, on vit forcément avec cette inquiétude du moment. J'ai toujours été inquiet pour Lou. Hein. Et je crois que je le serai encore très, très longtemps. Mais si tu veux, c'est une inquiétude diffuse. Ça me réveille pas la nuit, ça m'empêche pas de vivre. Mais il y a toujours cette inquiétude. Tu vois, elle est partie tout à l'heure avant qu'on commence. Bon, je serais plutôt rassuré quand ce soir on se retrouvera. Il y a toujours cette petite inquiétude qui est là, diffuse. Mais je pense que c'est la responsabilité d'être parent, surtout quand tu vis dans une grande ville. C'est peut-être moins vrai. Au fin fond de la Creuse. Et encore, des sangliers probablement. Et là, en fait, on va pas tarder à arriver à la fin du podcast. Si tu devais dire quelque chose à ton moi quand tu avais 20 ans, ou 15 ans, je sais pas, 15 ans, tiens, 15 ans c'est bien, 15-16 ans, quand t'es au début de ta... Enfin non, t'es au plein milieu de l'adolescence, début de ta vie sexuelle. Si tu devais te donner un conseil, si tu devais dire quelque chose. Moi, si je devais me parler quand j'avais 15 ans... Ouais. Te dire, tiens, fais pas ça comme ça... écoute, je me souviens de mes 15 ans, et donc ce que je me dirais, c'est fais-toi confiance. Parce que je pense qu'à 15 ans, j'étais un jeune homme qui se faisait pas confiance du tout, quoi. Qui était très inhibé, probablement. Alors que j'étais un jeune homme qui était plutôt quelqu'un de tendre, mais j'avais pas confiance. Confiance en ton corps, confiance en... Ouais, c'est ça. Confiance en ton corps. Et puis fais-toi confiance dans ce que tu veux donner à l'autre, en fait. C'est plutôt pas mal. Je te dirais, c'est ce que je lui dirais. C'est arrivé, la confiance, elle est arrivée... Ah, la confiance... moi, la confiance ? Ouais. Oh, écoute, je crois qu'elle est pas complètement là, déjà. Ah ouais. Non, elle est pas complètement là. Tu parles de la confiance sexuellement ou en soi, confiance dans la vie, dans ses choix. Non, je suis pas quelqu'un. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui doute en permanence, quoi. Ouais. Donc c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Après, mes activités professionnelles ont fait que je théâtralisais de la confiance, que je suis chef d'entreprise. Donc tu théâtralises un peu ta confiance, parce que l'autre compte sur toi, tu es un peu le capitaine d'un navire, donc si tu dis je sais pas où on va, et puis je sais pas comment ça marche, forcément ça va pas mettre en confiance le navire. Parfois, dans un couple en tout cas, d'accepter ses faiblesses et de les partager. Des fois les hommes ont trop tendance à croire qu'il faut montrer que tout va bien tout le temps. Mais moi j'aurais tendance à dire qu'un doute c'est pas une faiblesse. Bah non. Que partager un doute, c'est forcément se mettre à réfléchir sur ce doute. Et puis généralement, c'est l'effacer assez rapidement, en fait. Quand on s'en ouvre à l'autre. Il faut s'ouvrir de ses doutes. Donc non, la confiance, pas complètement, mais je crois qu'elle ça vient avec la vie, en fait. C'est l'autre qui te donne confiance. Ah ouais, c'est les rencontres ? Ah oui. On peut pas l'avoir de nous-mêmes, se construire... Mais moi, je crois que dans la vie, on fait jamais vraiment rien tout seul, si tu veux. Il y a toujours quelqu'un qui vient intervenir dans ce que l'on fait. Donc dans ce que l'on construit, dans ce que l'on bâtit, dans ce que l'on met en place, je crois qu'on a besoin que l'autre soit là pour venir nous assurer que ce qu'on a fait, c'était bien, ou l'autre, il est fondamental, je crois. Moi, ça m'arrive jamais de faire quelque chose seul, et de me dire j'ai fait quelque chose de bien, je ne vais le montrer à personne parce que je suis sûr que c'est bien. Ah oui. Ça m'arrive jamais. Ouais. Je pensais que tu parlais plus de l'aval en couple, de pouvoir avancer qu'en couple. Non, ça peut être les avis des amis, de la famille. Quand je dis l'autre, ce sont les autres qui nous entourent, mais ça peut être aussi Lou. Hein. Mm-hmm. Ça peut être aussi Lou, quand tu interviens avec ton enfant et que tu sens que ton intervention, ça a créé quelque chose de positif pour lui, et que c'est exprimé d'une certaine façon, ne serait-ce qu'un sourire. Voilà, ça vient là, t'as pris quelques grammes de confiance, mais le problème, c'est que tu peux intervenir le lendemain et te planter complètement. Donc,
Parce que c'est aussi ça, on est très faillible en tant que parent. Il faut quand même le comprendre, ça, essayer de l'admettre. Très faillible. Je le répète à Lou régulièrement, ça. On est faillible, on sait pas. Des fois, on sait pas, on prend des décisions, on sait pas. Donc la confiance, je sais pas trop moi ce que ça veut dire la confiance, mais en tout cas, moi, j'essaie d'être assez cohérent dans ce que je fais. Moi, ça me sécurise, d'être cohérent, de pas faire tout et son contraire. Mais comme tu disais, comme tu dirais à ton toi de 15 ans, fais-toi confiance, Oui, fais-toi confiance, lance-toi, quoi. Tu vois, j'étais un peu inhibé, je pense, à 15 ans, probablement par le contexte familial, etc., etc. Et voilà ce que je lui dirais à ce jeune homme de 15 ans. Vas-y, lance-toi. Tente des trucs, vas-y, oui, pose pas 15 000 questions. T'es suffisamment éduqué, t'as suffisamment déjà de respect de l'autre et t'as un lien à l'autre qui est déjà assez développé pour te lancer. Tu ne nuiras pas à l'autre. Ou si tu nuis à l'autre, tu lui nuiras assez faiblement. J'étais pas un jeune homme... j'étais un jeune homme qui faisait déjà très attention à l'autre. Mais j'étais très inhibé. Donc voilà ce que je lui dirais. Fais-toi confiance, vas-y. Bon, merci. Merci à toi, Mélanie. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Comme à chaque épisode, vous retrouverez tous les liens vers les réseaux sociaux pour suivre le podcast sur paroledhomme.fr au pluriel et n'hésitez pas à le partager. Messieurs, si vous souhaitez raconter votre histoire, discuter de l'amour, de sexualité, de célibat ou encore de rupture, n'hésitez pas à me contacter. Même si vous n'habitez pas en région parisienne, je peux éventuellement me déplacer. À très vite.